L'image du jour, l'image du week-end, c'était ce main event à l'UFC 311 à Los Angeles, à l'Intuit Dome. Renato Moicano sauve le combat principal et décide d'affronter Islam Makhachev pour la ceinture de champion des moins de 70 kilos. Et ça a été un combat qui a été outrageusement dominé par celui qui est actuellement le numéro 1, toutes catégories confondues à l'UFC. Bienvenue à tous dans le Fighter Club Sunday, 5e épisode. Votre rendez-vous en direct tous les dimanches 22h30 sur RMC Sport 1 et sur la chaîne Twitch RMC Sport. On vous présente le meilleur en images de tout ce qui s'est passé sur la planète combat. Il y aura du MMA, il y aura du pied-point, il y aura quelques surprises avec de nouveaux sports qui arrivent sur votre abonnement à RMC Sport. Votre abonnement prend de la valeur. Le sommaire en images tout de suite, les amis. On va revenir sur un gros débrief de l'UFC 311 qui a assuré le spectacle à Los Angeles après le dernier événement qui était en 2018. L'Intuit Dome, cette salle haute technologie, a livré un très beau show. Islam Makhachev assure, Merab Dvalishvili inflige la première défaite de la carrière d'Oumar Nurmagomedov avec sa lutte géorgienne et il devient un véritable problème pour la catégorie des moins de 61 kilos de notre consultant Taylor Lapillus. On reviendra également chez moins de 93 kilos sur Jiri Prochaska qui arrive à éteindre Jamal Hill et s'affirme comme le combattant derrière Alex Pereira. Bien sûr, les highlights du One, l'organisation la plus spectaculaire au monde. On reviendra également sur l'AEC de ce week-end qui était du côté de Rennes avec les nouveaux talents amateurs. Et enfin, Fares Ziam sera notre invité en visio pour parler de son combat qui aura lieu le 1er février lors de l'UFC en Arabie Saoudite à Riyad. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a de très grandes chances d'avoir une partie des combats qui vont être disponibles gratuitement sur la chaîne Twitch RMC Sport pour cet événement. J'en ai marre de parler tout seul, ces monologues sont infernaux. Donc je vais vous présenter les invités de la semaine qui vont m'accompagner et vous allez voir, on a décidé de faire une grande réconciliation entre deux sports. On va commencer, les deux sont à ma droite, avec Gaëtan Hurtel qui est le head coach de la Old School Academy, qui est aujourd'hui l'un des gyms français dans le MMA, qui fait beaucoup parler avec de nombreux jeunes talents à Hexagone, au KSW. Gaëtan, bienvenue, comment ça va ? Très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, on va reprendre un petit peu quelques éléments de ton parcours et il y a des éléments qui sont très intéressants que tu as en commun avec notre deuxième invité, Aurélien Diès, champion olympique de judo par équipe à Paris, médaillé d'or. Bienvenue à toi puisque tu étais déjà là hier, mais tu as décidé de revenir aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va. C'était avec plaisir hier qu'on a suivi la Judo Pro League sur la chaîne Twitch. Et donc du coup, on est encore ici pour parler de judo et parler un peu des sports de combat. Ouais, ça va être très cool. En tout cas, installez-vous bien dans le canapé. Soyez un petit peu comme nous, hein, en détente. On va profiter des meilleures images. Et on vous le rappelle, c'était une grande annonce. Ça s'est passé cette semaine. On a tendance à dire que RMC Sport écrit l'histoire du MMA. RMC Sport, maintenant, c'est la nouvelle maison du judo en France. De grands événements arrivent sur votre abonnement RMC Sport. Et on essaiera de vous mettre un petit peu de contenu également sur les chaînes YouTube et chaînes Twitch RMC Sport. Le Grand Slam de Paris, les championnats du monde, la finale de la Champions League. Vous allez tout voir et ça a déjà commencé ce week-end, Aurélien. C'est une grande nouvelle. On a réconcilié le MMA et le judo sur la même chaîne. C'était deux sports qui ne se parlaient pas, qui ne communiquaient pas. Et pourtant, il y en a un qui puise très clairement dans le judo et on va le voir avec les combattants de l'UFC. Mais c'est cool de pouvoir mêler tous ces sports de combat. Non, on est content parce que les sports de combat, c'est une grande famille. Finalement, le MMA qui est le Mixed Martial Arts, finalement, on est un des arts martiaux les plus pratiqués en France. Donc c'est logique qu'on fait partie intégrante finalement de cet même univers. Et donc du coup, c'est un plaisir de pouvoir être sur une chaîne qui diffuse tous les sports de combat et pouvoir régaler tous les amateurs des sports de combat. Du coup. Alors, on va réunir tout ça, on va vous raconter toutes les histoires de nos talents français à suivre au plus haut niveau mondial. On ne perd pas plus de temps, on va attaquer le débrief de l'UFC 311. Bon, on était sur un événement qui était à Los Angeles, qui était très attendu, puisque normalement, il y avait une revanche entre Islam Makhachev et Arman Tsarukyan. Sauf qu'il y a eu petite annulation en raison d'une blessure du combattant d'origine arménienne. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé justement sur le main event qui a été sauvé par Renato Moicano. On a eu une performance sans défaut d'Islam Makhachev, le champion actuel. Concrètement, Gaëtan, je me retourne vers toi. Toi aussi qui viens du judo, on le rappelle. Makhachev, il y avait une ouverture, il l'a prise et il a terminé le combat de manière expéditive. Ouais, il est impressionnant. Je trouve Moicano est quand même relativement bien rentré dans son match. Je trouve qu'il a, sur la partie pied-point, s'est bien débrouillé. Si je ne me trompe pas, je crois que de toute sa carrière, il a été soumis qu'une fois par Ortega, il me semble, sur guillotine. Donc ça montre le niveau du bonhomme au sol. Puis on l'a vu il y a peu contre Benoît Saint-Denis, qui a aussi la réputation d'être un gros combattant au sol. Mais là, une brèche en tentant de se relever et soumission directe. Donc Makhachev, impressionnant. La même soumission avec laquelle il avait pu également gagner face à Dustin Poirier au 5e rang. Pas dans les mêmes circonstances, parce que là, il a réussi à le faire
très très tôt dans le combat. Aurélien, toi, tu as déjà eu affaire à ces judokas des pays de l'Est, parce que bon, MMA, on le sait, leur lutte, elle est impitoyable. Il y a aussi une école dans le judo par rapport à ça? Tous ces pays du Caucase, globalement, dans tous les sports de combat, c'est leur ADN. Un peu à l'image de ce que peut être le foot en France, par exemple. C'est les sports de combat, donc tout ce qui va être lutte, tous les sports de préhension, tous les sports d'opposition, en fait. Donc, ces Tchétchènes-là, ces Russes, ces Géorgiens, c'est des gens qu'on croise tout le temps sur les compétitions de judo et qui ont un très, 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 très bon niveau. Alors, on va rester dans cet environnement-là, autour du Caucase, la Géorgie, comme tu l'as cité, le Daghestan, la Tchétchénie. Effectivement, on va retrouver ces talents-là. La question qu'on se posait, c'était tout simplement Islam Makhachev. Peut-il être vaincu? Vous nous mettez dans le chat de la chaîne Twitch RMC Sport si vous avez des suggestions d'adversaires pour lui. C'est un peu compliqué. On considère qu'il a quasiment nettoyé la catégorie, mais il y a quand même quelqu'un qui a réagi sur les réseaux sociaux. Et c'est le champion d'une autre catégorie, puisque c'est Ilia Topuria, le Géorgien, justement, qui maintenant est naturalisé espagnol, qui dit: Islam, si j'ai envie, je peux te terminer. Si j'ai envie, je peux te mettre KO. Je peux rendre ça facile. On se voit bientôt. Ilia Topuria de la catégorie des moins de 66 qui nous fait miroiter une montée chez les 70 kilos. Gaëtan, est-ce que Topuria, ça peut embêter un combattant comme Islam Makhachev? Parce qu'il sait tout faire, Topuria. On rappelle, c'est une grosse puissance de frappe et c'est un spécialiste du sol aussi, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, etc. Ouais, alors en plus, moi, pour le coup, j'ai eu la chance de... On a fait un stage avec la Old School il y a 3 ou 4 ans maintenant. J'ai eu la chance de tourner, il y avait une séance à thème en lutte et travail contre la cage. Alors, j'ai pas combattu contre Ilia, mais contre son grand frère. Okay. Alexandre Topuria. Ok, qui est à l'UFC aussi. Qui vient de signer à l'UFC, qui sont sensiblement faits dans le même bois. C'est le même modèle en boxe, en lutte. Et je peux confirmer, moi qui viens du judo et qui suis relativement solide sur ces phases de combat, c'est des pierres. Lui, c'était une pierre. Ouais. Alors je pense que le Ilia, c'est le même, mais en pire. Et c'est un combat où je trouve pas déconnant qu'il puisse se faire. Et pour moi, ça serait du 50-50. Ok. Ouais, ce serait du 50-50. Ouais, une affiche qui pourrait nous hyper. On va regarder la réaction justement d'Islam Makhachev, parce qu'en conférence de presse d'après-combat, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de lui montrer le tweet forcément pour faire monter un petit peu la hype. Allez, c'est parti. There's a tweet from Ilia Topuria that he can go up the weight and he can beat you with no problem. What do you think about that? Не знаю, еще столько соперников, и все хотят меня там в первом, во втором раунде финишировать, все говорят об этом. Но я же сказал, сделайте 70 килограмм, заходите в клетку et посмотрим, кто кого финиширует. Bon, c'est une réponse qui est à l'image d'Islam Makhachev. Il s'en fout un peu qui y a en face. Il dira oui à chaque fois. Il se sent prêt, il se sent armé. Pour celui qui a éteint un peu les légendes de l'UFC, notre ami Ilia Topuria. Donc ça reste un très très gros défi. On va regarder la fiche de Makhachev parce qu'on le disait, c'est peut-être le champion le plus dominant à l'heure actuelle de l'UFC avec Alexandre Pantoja chez les moins de 57 kilos. On voit 5 KO, 13 soumissions, 9 décisions. Il a surtout battu le record de Khabib pour les défenses de titre chez les moins de 70 kilos. Il a égalé le record de victoires d'affilée à l'UFC avec 15 qui était le record de Kamaru Usman. Il peut rattraper Anderson Silva qui est le record absolu. Enfin bref, Islam Makhachev, il y en a qui disent, notamment Nicolas Hoth qui est le nouveau coach de Benoît Saint-Denis, si vous avez suivi l'histoire, qui disait... Bon, il a déjà dépassé Khabib, Islam Makhachev. T'en penses quoi, toi, Gaëtan? Ouais, je suis plutôt d'accord. En termes de... Ouais, là, complètement, ouais. Et en termes de style, je trouve... alors, peut-être moins fort sur les... Et encore que, quand on voit ce qu'il a fait hier, mais sur les phases de préhension. Ouais, il est plus sambo, judo, comme on dit, Makhachev. Il est plus complet, il accepte de boxer. On voit qu'il est à l'aise aussi dans ce compartiment. Là où Khabib, il était quand même plus unidimensionnel. J'ai quand même l'impression que Khabib, quand il te mettait les mains dessus, c'était peut-être un chouïa plus solide que Makhachev, mais moins complet. Ok. On va voir la suite des plans pour Islam Makhachev, parce que lui, c'est très très clair. Il ne va pas prendre une retraite anticipée comme Khabib a pu le faire à l'époque. Il va nous détailler ses projets à l'UFC et il a un objectif en tête avant de potentiellement quitter le sport. On écoute ça. Do you start thinking about a move to welterweight at all? Just one thing. I don't know when it's gonna happen, but I told you, I'm not leave this sport without second belt. Il ne quittera pas le sport et l'UFC sans une deuxième ceinture de champion. Donc on peut clairement déjà penser à une opposition pour la ceinture des moins de 77 kilos. Problème, le champion actuel de la catégorie des moins de 77 kilos, c'est son pote. Donc a priori, il ne va pas l'affronter tout de suite. Mais on le voit bien rester en embuscade, justement, essayer de continuer à faire des choses en 70 kilos.
pour après s'attaquer dans un second temps à la catégorie supérieure. Ça arrive en judo qu'il y ait des combattants qui changent de catégorie, qui puissent cumuler les catégories? Cumuler, ça n'arrive pas souvent, qui change de catégorie assez souvent. Comme exemple, là, j'ai un Tchèque qui s'appelle Kerpalek, qui est champion du monde, champion olympique et champion d'Europe en moins de 100 kilos. Et en plus de 100 kilos, il a réussi Ah ouais. à faire surtout il a réussi à le faire sur la période Riner en faisant un champion olympique à Tokyo en 2021. Donc c'est vraiment un exploit particulier. Il s'était lancé un petit challenge de se qualifier dans les 2 catégories aux Jeux de Paris et finalement il a combattu en plus de 100 kilos. Il est parti, mais bon, il ne s'est pas illustré comme il a pu le faire à Tokyo parce que le TD national a répondu présent. Ouais, grand respect à ces athlètes qui réécrivent un petit peu les limites des sports, qui se trouvent toujours des nouveaux objectifs, qui essaient de remplir des quêtes annexes un peu. Hein. C'est ça, et c'est ça que je trouve beau aussi dans l'attitude de Islam Makhachev, où finalement il n'hésite pas à annoncer, à se mettre en danger aussi, à changer de catégorie. Et je suis content qu'aujourd'hui on remette un peu de respect sur son nom, même si malgré le fait qu'il ait ce petit 1 qui est beaucoup gêné certains. On le remet au niveau d'un Khabib Nurmagomedov, pardon. Ouais. Et c'est une bonne mentalité, je pense, pour les sports de combat, où des fois, beaucoup essayent de protéger leur zéro et vont pas forcément se mettre en difficulté. Lui, finalement, il montre qu'il n'a pas peur de le faire et on le respecte malgré le fait qu'il ait perdu comme les plus grands champions. Il répond toujours présent et même le big boss de l'UFC a dit « Ok, c'est peut-être lui le numéro 1, toute catégorie confondue, il est peut-être passé dans mon cœur devant John Jones. » Il y en a un autre qui a fait tomber 1-0 et c'est un lutteur géorgien magnifique, Merab Dvalishvili, le champion des moins de 61 kilos qui avait outrageusement dominé Sean O'Malley, qui était déjà une sorte de kryptonite pour la catégorie. Et ben, il a décidé de mettre fin à l'invincibilité d'Oumar Nurmagomedov, le cousin de Khabib. C'était un super combat sur 5 rounds. Alors, c'est pas le combat spectacle idéal si on découvre l'UFC, mais techniquement, en termes de lutte, d'anti-lutte, de stratégie, de technique, bon, Gaëtan, je pense que tu as dû... Là, je te vois déjà mettre la main sous le menton, tu te régales devant ce genre de match, parce que là, on a du très, 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 très haut niveau en termes de lutte, tout simplement. J'ai adoré. Alors, Merab, il a eu du mal à rentrer dans son match. Je trouve que Oumar boxait bien en ligne. Il avait une bonne gestion de distance. Il a beaucoup touché sur des 1-2, avec des défenses de lutte incroyables, mais ça, des deux côtés. Moi, j'adore ces phases-là, c'est un régal. Mais je pense que Merab, aujourd'hui, sur un 5 rounds, ça va être un vrai problème pour la catégorie, parce qu'il a une condition physique qui est hors norme. On ne le voit jamais flancher, faiblir, alors que en face, Nurmagomedov, on a senti qu'à partir du 4-5e round, il y avait un petit peu moins de gaz, quoi. Donc, on a préparé une séquence sur ça, on va voir en détail, tu vas voir, c'est assez ouf, comme on voit le régime baisser en fait chez Oumar, et pas du tout chez Merab. Surtout sur les phases de préhension, je crois aussi de corps à corps, où finalement ça se voyait aussi sur les derniers rounds, je crois. Sur le 5e, où finalement on voit que Merab il passe un cran au-dessus et il prend l'avantage. Bah déjà 4e, là on le voit shooter sur des singles, il va même pas chercher la continuité au sol. Regardez ce qu'il fait en plus. On n'a jamais vu un Daguestanais, je vais dire, j'exagère beaucoup, mais quelqu'un du clan, de la famille Nurmagomedov qui se fait amener sur les fesses. Derrière, on le pointe du doigt comme ça, on célèbre. Il y a une insolence aussi, il y a une spontanéité en fait chez lui, c'est peut-être même ça aussi sa force, c'est qu'il y a ce cardio illimité, mais il est aussi un peu fou en fait. Dans la cage, on va regarder les images justement du cardio, vous allez voir, c'est bien préparé par nos équipes. On va voir la montée en puissance en fait de Merab, là où Oumar, lui, va décliner petit à petit. Donc au début, on est à peu près à égalité, il y a des échanges. Oumar, il est au-dessus dans le striking. Ouais, on voit qu'il a un peu de mal à trouver ses distances au début. Il met beaucoup de volume dans les petits espaces, mais il y a pas mal de déchets. Oumar, c'est quand même beaucoup plus précis. Ouais, beau travail en ligne. J'ai la palette, on peut faire des pauses, on peut faire des retours arrière si vous voyez des choses. Ça, en fait, c'est single leg où en fait, il capitalise même pas dessus. On sait que ça a plus grande valeur en MMA, ça. Ouais. S'il n'y a pas de frappe derrière ou de volonté de finir le combat. Et tu vois, là, en plus, et en fait, je te slam au sol. Exactement. Et je vais pas forcément aller te frapper dessus, mais je vais te la sécuriser, l'amener au sol. Et après, on s'en va. On repart. Je te montre que maintenant, je te mets en inconfort et que je peux aller lutter et boxer contre toi. Et là, il y a un vrai tournant dans le combat. Alors celle-là aussi, elle est incroyable, je trouve. On a une prise de dos et on a un mec qui a 2 doigts de danser devant Oumar. Moi, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais qu'il fasse ça contre Sean O'Malley, pourquoi pas? Mais t'as jamais vu
Ouais, t'as pas vu la team Nurmagomedov dans ce genre de situation, c'est dingue. Exactement, parce qu'en fait, ils sont quand même connus. Après, c'est tous ces pays, finalement, qu'on dit du Caucase, où du coup, il y a aussi et les Dagestanais, ils sont connus pour ces phases de corps à corps et ce travail au sol où d'habitude, ils ont un ascendant qui est presque sans égal. Et là, finalement, face à Merab, quelqu'un qui travaille peut-être autant que lui, aussi bien que lui sur ces phases-là, bah, finalement, c'est amusant de le voir, en tout cas, réagir à ce genre de profil. Incroyable. La clé sur ces défenses-là, c'est quoi? C'est d'être en capacité d'avoir le coup d'œil, de voir ce qui se prépare, d'être bien bas sur les appuis. C'est quoi les règles d'or un petit peu pour avoir une bonne défense anti-lutte? En fait, il y a plusieurs niveaux de défense. Il y a la défense par anticipation. C'est-à-dire, on le voit avec Oumar en début de combat, il a une très bonne gestion de distance, il arrive à avoir les entrées de son adversaire. Et après, une fois au corps à corps, ça dépend de la saisie. Là, sur ce type de saisie, on peut venir avec la main droite accrocher l'ischio, l'arrière de la cuisse pour, quitte à tomber sur les fesses, mais avoir une posture très dynamique et pouvoir se relever très vite. Ou alors faire ce qu'a fait Merab, c'est-à-dire sortir le genou, tourner le dos, pousser sur la tête et se barrer. Mais après, la lutte, c'est très intuitif. Et en fait, les prises de décision, elles doivent se faire dans un temps très court. Et ça, les judokas le savent bien. C'est pour ça que c'est dur à enseigner et que c'est dur à appréhender ces phases de combat. Il faut de la pratique. C'est ça. Ça ne rend pas, il faut se créer des réflexes avec le corps. Exactement. C'est très kinesthésique, il faut faire et après laisser le corps parler, quoi. Il faut jouer avec son centre de gravité aussi, que là, par exemple, il va essayer de venir reculer la hanche, il va essayer d'abaisser son centre de gravité pour être sûr d'être plus difficile à soulever sur un double ou un single leg. Et c'est ce qu'on les voit faire. Là, par exemple, il va venir reculer ses appuis, donc du coup, forcément abaisser son centre de gravité et venir peser aussi avec son poids sur l'adversaire qui va l'empêcher de se redresser et donc lui donner moins d'amplitude et moins de force. Donc c'est super intéressant à voir. Dans l'appréhension appliquée au MMA, on est proche de la perfection avec ces deux-là, Gaëtan? En fait, moi, par exemple, ça, c'est un outil de travail. C'est-à-dire que je vais reprendre, en fait, quand je vois toutes ces petites actions-là, si on les décortique, la position des mains, la posture, effectivement, le poids qu'on va mettre sur l'adversaire, etc., c'est des situations qu'on va reproduire à l'entraînement et qu'on va mettre en application pour que les mecs aient des bons réflexes. Mais ouais, ça, c'est un vrai outil de travail. On peut aller piocher dedans pour mettre des situations de travail en place. Ouais. Bon, on peut se faire une petite masterclass à regarder au ralenti, Merab-Dvalishvili, Nurmagomedov, on prend des cours comme ça, on révise un petit peu. On va regarder justement, on s'est fait une compilation parce que Merab, à un moment donné, il a senti qu'il était au-dessus. Il s'est permis des trucs qu'on ne se permet pas normalement face à ce genre d'adversaire. Petite compilation du showman qui est Merab-Dvalishvili, qui te pointe du doigt, allez hop, c'est bon, je t'ai amené au sol, c'est fait, je suis le premier à le faire à l'UFC, c'est réglé. Là, je vais le refaire encore une fois. Alors là, il y avait quasi un renversement qui était pas mal au départ de Nurmagomedov. On le voit qu'il sourit, il est en détente concrètement. Il profite de son moment. Los Angeles, une très grande salle. Pareil, encore s'est amené au sol. Et là, ouais, il sait même pas jamais vu. Il sait même pas d'enchaîner avec des frappes. Ouais, vraiment, c'est de la pure domination de lutte. Et il y a cette insouciance chez ce champion aussi. Qui, on le sait, peut être très drôle, peut être très gênant aussi parfois. Il a ses phases, c'est un vrai personnage. Mais pour le coup, une fois qu'il est dans la cage, ça devient... Moi, j'ai l'impression que ça devient la kryptonite un peu des moins de 61 kilos. Il a été opposé à tous les types de profils, Merab. Et c'est toujours la même stratégie. Il est devenu le nouveau recordman de l'UFC en nombre de takedowns. Dans l'histoire au cumulé, il a dépassé Georges Saint-Pierre. Il a le record de takedowns sur un combat. Enfin, c'est le pur spécialiste de l'amener au sol. Et là, il ne cherche pas forcément des fois à capitaliser ses takedowns, il cherche juste à en accumuler finalement. Quand il vient amener un takedown, il laisse l'autre se relever, qui le ramène en takedown alors qu'il pourrait enchaîner avec des frappes significatives potentiellement. Mais en fait, on voit qu'il a aussi une stratégie où il sait qu'il est capable de le faire, il en abuse et il en joue même avec beaucoup de célébrations en se créant aussi une certaine hype avec ce genre d'action. Et je lis dans le chat et c'est vrai, et en plus je crois que c'est mon ami Amaury qui le souligne, c'est un combattant qui a démarré sa carrière par 2 défaites. J'ai croisé une publication comme ça tout à l'heure sur Internet, et qui derrière a enchaîné une série de victoires, et je crois que ses débuts à l'UFC ont été difficiles aussi. Je crois qu'il y a eu une succession de défaites, et il parlait tout à l'heure d'un sport dans lequel on craint la perte d'invincibilité, pardon. Et en fait, lui, c'est un champion qui prouve le contraire. C'est-à-dire qu'on peut des fois difficilement démarrer et puis accomplir des choses exceptionnelles par la suite. Donc,
Je me souviens même d'ailleurs de tes commentaires hier à l'AEC sur un combattant qui a affronté le mien, qui avait un record négatif, et pour autant c'est quelqu'un qui a montré gros cœur dans la cage, donc il faut respecter aussi les combattants qui ont connu la défaite. C'était Kochak, on en reparlera tout à l'heure justement pour la page AEC. On voit le bilan de Valishvili, ce qui fait qu'on le fait vite combattre à l'UFC, etc. C'est pas forcément le chouchou du patron, c'est ses 15 décisions. C'est pas le combattant le plus spectaculaire, c'est pas le combattant qui termine ses combats avant la limite, mais maintenant ça reste un personnage qui bat des records. Tu vois quelqu'un aller le chercher chez les moins de 61 kilos, parce que on va voir la réaction de Khabib qui raccompagne Oumar, et il y a de la déception. Première défaite, c'est la seule défaite de la soirée. Il a fait 3 fois le coach, Khabib. Mais c'est des images de Loïc Moreau dans le travail spécial. Mais là, Merab, moi j'ai l'impression que ça va être très 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 compliqué d'aller le chercher dans ce style-là. Ce serait quoi la clé quand quelqu'un est cardio-limité comme ça ? Là où la physionomie du combat, on est quand même sur les 3 premiers rounds qui sont extrêmement serrés. Enfin, on a même les 2 premiers rounds qui sont à donner à son adversaire. Le 3e qui est... on pourrait mettre un draw, ce serait pas fou. C'est quand même un 3e round qui est très serré aussi. Et donc, c'est-à-dire pour peu, le combat il aurait pu aller dans l'autre sens. Donc on peut envisager un combat retour dans quelques mois. On serait sur du 50-50 pour moi. Ça reste son adversaire le plus sérieux, Oumar Nurmagomedov. Bon, on va suivre ça, on va voir quels sont les plans de l'UFC pour Merab Valishvili. Bon, comme on sait qu'il ne l'aime pas trop, il va peut-être combattre très très rapidement. C'est un petit peu comme ça que ça se passe à l'UFC. On enchaîne avec un 3e homme qui nous a régalé avec du spectacle. C'était chez les moins de 93 kilos et c'est devenu un des chouchous du public puisqu'il a eu une démarche très touchante. C'est Jiří Procházka, celui qui a affronté quand même 2 fois Alex Pereira chez les moins de 93 kilos, qui s'est incliné 2 fois par KO. Ancien champion, défier Jamal Hill. En fait, c'est marrant parce que c'est 2 destins croisés. Les 2 ont été champions en battant le même adversaire, Glover Teixeira, mais ils n'ont jamais pu s'affronter. On l'a vu sur cet énorme crochet, Procházka qui s'était rasé les cheveux en hommage à une de ses fans qui est en train de lutter contre le cancer et qui l'avait ramené à l'événement. Et ben, il a réussi à se défaire de Jamal Hill, celui qu'on appelle Sweet Dreams. Il commence à faire pas mal de dodo là, récemment sur ses derniers combats. C'est compliqué. Lui, il est chiant, Procházka. Déjà, il a un style qui n'est pas du tout académique. Il est très remuant, il a des trajectoires de frappe qui sont difficiles à lire. Et même quand il frappe pas, il est toujours en train de gesticuler, changer de garde, mettre des feintes. Il doit être vraiment compliqué à appréhender ce mec-là. Et on se rend compte qu'il y en a de plus en plus dans le MMA, y compris à l'UFC, et qui performent. Des mecs qui ont des styles un petit peu atypiques. Je pense à Strickland notamment, ou même le show du Plessis, exactement. C'est pas académique et c'est des mecs qui posent problème. On en a beaucoup dans le judo aussi. Et c'est chiant. Il y a vraiment des mecs qui arrivent avec un style atypique parfois dans le judo. Exactement, soit avec des formes de corps spéciales, soit avoir un physique atypique et qui finalement te produisent un judo qui n'est pas stéréotypé du tout et que tu n'as pas eu l'habitude de travailler. Donc ça c'est compliqué parce que moins c'est prévisible, plus en fait tu peux toi te faire surprendre. Et donc du coup c'est assez piégeux. Et on voit les images, le style de Procházka, c'est une garde très très basse, une garde quasi inexistante quand il est à l'offensive. Il est très ouvert. Ça a toujours été ça, sa particularité. Il a dit qu'il avait travaillé là-dessus, mais voilà, c'est des trajectoires qu'on ne voit pas venir. Comme tu le dis, Gaëtan, il change de garde, il change d'angle. Des fois, il remue un peu, on dirait qu'il mouline avec les mains. Impossible de voir venir les frappes. Et là, pour le coup, tu ne pouvais pas le voir, celui-là. C'est un beau fight. C'est un beau fight. C'était la guerre qu'on nous avait annoncée sur le papier. Après ce que je trouve dans l'attitude de Jamal Hill, c'est qu'une fois qu'il est touché et qu'ils arrivent au sol, il donne son dos et il cherche à se relever assez vite alors qu'il a encore sonné. Je pense qu'il aurait peut-être mieux fait de rester de face, essayer de le garder contre lui pour récupérer un petit peu, pas prendre forcément trop de coups parce qu'en se relevant finalement il en prend, en donnant son dos aussi il en prend et finalement en fait il continue d'en prendre jusqu'à finalement être arrêté. Donc en fait peut-être qu'il y avait plus de bénéfices à vraiment rester de face, essayer de l'amener dans sa garde, essayer de le garder pour aller sur des phases vraiment de préhension où ils sont vraiment très 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 collés, où les frappes seraient moins ferait moins de dégâts en tout cas. Il n'a pas réussi à avoir cette espèce de lutte de survie, lutte de secours qui aurait pu lui permettre de récupérer un peu. Je dis ça, je suis pas Non, mais c'est vrai que pour le coup, Jamal Hill, c'est pas celui qui va agripper en général. Il préfère régler ça debout. Et c'est vrai que ces 2 défaites à l'UFC, c'était une clé de bras sur laquelle il se fait totalement arracher de bras. Après, il y a eu le KO
de Pereira et maintenant Pereira, ce TKO qui est sur un ground and pound pour le coup. Après, quand je vois la perf de Prochazka, toi, c'est pareil sur un mec comme Pereira, peu de chances de passer. Hein. Ouais, on a Pereira, mis l'éternel ça tape trop second, fort, t'es d'accord avec ça? Il sera ouais, quand même complètement. derrière Pereira? Ouais, garde basse comme ça sur un garçon comme Pereira qui est chirurgical, qui t'arrache la tête, il est trop létal Pereira. Donc il suffit d'un crochet pour te faire dormir. Je vois pas Prochazka lui poser de problème Incroyable. dans On l'avenir. voit un Prochaska, 31 victoires, 5 défaites. Il était champion du Rising, l'organisation de référence au Japon. Les 2 défaites contre Alex Pereira, mais au moins il a eu le cœur d'y aller. Celui qu'on surnomme le samouraï tchèque, puisqu'il s'entraîne dans une forêt avec un katana, parfois tout seul. Tu sais, il a des histoires de fou. Ouais, c'est un fou. C'est un vrai personnage, C'est un vrai Jiří Prochaska, ancien hooligan et tout. Enfin, il y a vraiment une histoire Il complètement est pas folle. resté dans une chambre dans le noir pendant longtemps. Sans aussi. manger, sans rien, Ouais, sans c'est un connecter, tout juste pour recomposer avec lui-même, se retrouver, un peu faire le point, tu vois. Donc, il est très dans la spiritualité, etc. Ils ont l'air un peu dérangés, 2-3 de vos combattants MMA là. Je suis mis en judo finalement. C'est le grand man, par contre, Ouais. On va regarder Prochaska qui est toujours dans cet esprit, qui est aussi dans les valeurs très martiales. Il fait son autocritique après le combat en conférence de presse. What kind of a grade would you give yourself for the performance here? Like if you could give an A or a B or a C, how good do you feel about what you did tonight? A good C, yeah. Something like that, yeah. Was there anything Jamal did that surprised you, or how was his skill compared to Maybe B minus. C minus or C plus, right? How about Jamal? Anything surprised you about him, or how good was he compared to what you were prepared for? No, C. C, solid C. Bon, il est spontané, il est comme il est. Hein. Il n'y a pas de comme langue de bois avec Prochaska. C'est à l'image de comment il combat, il est authentique un peu. C'est vrai. Et non, c'est bien. Et puis félicitations à lui pour son soutien à ceux qui luttent contre le cancer. On a Théo qui a aussi pris le micro il y a une semaine en soutien à un ami à lui. C'était touchant. Ouais. Et c'est bien de le rappeler. C'est disponible, hein. C'était dans le replay de la dernière émission qui est disponible sur la chaîne YouTube AMC Sport Combat. On avait fait un point justement sur la victoire de Théo et ce discours après le combat. Vous pouvez aller regarder ça, hein, c'est disponible. On va regarder la réaction du champion qui était dans la salle pour voir la victoire de Jiří Prochaska. On va voir la réaction d'Alex Pereira et Kei Poatan. Vous savez, c'est un homme de très peu de mots et Loïc Moreau nous a régalé. Il n'a pas l'air très impressionné. Et voilà, quand on lui met la caméra pleine face, Chama. C'est le seul truc qu'il sait dire dans ce moment-là. Mais on en a profité. Pourquoi Alex Pereira était sur place? Vous savez très bien, l'UFC ne fait rien au hasard. Et si on a invité le champion des moins de 93 kilos, c'est parce que ça y est, on a enfin la réponse de son prochain adversaire. Alors c'est un peu caché par notre liner, mais il va affronter Magomed Ankalaev, le challenger numéro 1. Ce sera la tête d'affiche du 8 mars T-Mobile Arena, le nouvel événement numéroté de l'UFC qui sera de retour à Las Vegas pour le 313. On a hypé par ce combat. Je te prends à chaud. Tu penses qu'Ankalaev, ça peut passer à Alex Pereira ou on est face au boss final de la catégorie? Ouais, je reste sur Pereira quand même. Mais il y a un client en face, mais je mets une pièce sur Pereira. Ouais. On va voir ça. Toi, tu connais Alex Pereira, tu sais un peu cette catégorie. Ça cogne très très fort. Hein. Pereira. Franchement, il trop peur, Pereira. La vérité, c'est qu'en vrai, comme il a dit, en fait, il a ce knockout power là où il peut vraiment coucher n'importe qui sur une. Et on l'a même déjà vu sur plusieurs combats précédents où des fois il était un peu mal embriqué. Et tu sentais qu'il était même pas loin des fois de perdre, hein, comme par sur Adesanya. Et où finalement, sur un round, sur un coup, il peut te coucher. Et donc du coup, moi, en tout cas, je le trouve effrayant. C'est un personnage, les mains de pierre, c'est peut-être lui, hein, la superstar actuellement à l'UFC, le visage de l'organisation, en tout cas celui que tout le monde reconnaît. On l'a vu lors de la conférence de presse, tout le public qui crie son nom alors qu'il n'est même pas là. Enfin, c'est vraiment quelqu'un sur Alex Pereira. On continue de dérouler cette UFC 311. Il y avait un combat qui était prévu en carte préliminaire qui a rejoint la carte principale vu que le combat Dariush Moïcano a été annulé. Donc Dariush n'a pas combattu. C'est Spivak contre Almeida dans la catégorie des poids lourds. On le sait. Jelton Almeida, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il court après Cyril Gane. Il fallait affronter Sergei Spivak avant ça, qui vient du judo aussi, hein, on y revient toujours, hein, le Moldave. Et le Brésilien a fait une démonstration dans laquelle finalement, lui qui est connu pour son JJB, il est ceinture noire, hein, donc son sol, ses soumissions. Il a réussi à s'imposer avec les frappes et le ground and pound pour obtenir un finish au premier round. Donc on le sait déjà, hein, physiquement, Almeida, c'est les nouveaux poids lourds. Ouais. Hein, c'est ces poids lourds où il n'y a pas trop de masse graisseuse pour le coup, on le voit, il est
très 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 affûté le Brésilien. Il a un beau physique, il a un jeu au sol qui est incroyable pour un lourd, que ce soit sur le dos ou au-dessus. Et puis là, il a montré une belle agressivité en anglaise, il n'a pas laissé respirer le mec en face. Ah, il m'a fait une belle impression sur ce combat-là. Ouais. Solide Almeida. Et on voit le finish accompagné des voix d'Antoine Simon Taylor Lapillus. Il est allé à la guerre un petit peu Almeida, même si le combat debout, c'est pas son terrain de prédilection. On sent qu'il y a quand même quelque chose dans les mains. C'est pas forcément très académique, mais ça touche la cible. Sergei Spivak qui va s'incliner à nouveau. On revoit ce finish. Bon, on peut même déjà embrayer sur la suite. On a une interview de Jelton Almeida juste après le combat au micro de Loïc Moreau et il nous dévoile un petit peu ses plans pour l'avenir pour lui à l'UFC. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, notre ami Jelton Almeida? C'est parti. E ganhe! Não corra de mim novamente, eu estou aqui pronto para você, guerreiro. Dança Brasil, onde você quiser. Autant pour moi, c'est pas des images de Loïc Moreau, mais c'était juste parce qu'on avait envie de faire un big up gratuit à notre envoyé spécial qui est dans l'avion du retour pour revenir à Paris. Loïc Moreau, il nous prépare une petite surprise pour la fin de l'émission. On devrait avoir droit, a priori, si on fait les calculs, Almeida Gann, ça paraît plutôt pertinent, surtout si on va vers John Jones face à Thomas Spinal. Qu'est-ce que t'en penses, Gaëtan? Sur quoi? Sur la faisabilité du combat ou sur l'issue du... Bah, les deux, tiens, tant que tu me proposes, je ne veux pas me gêner. Ah, moi, je suis évidemment toujours pour les Français quand on combat contre des étrangers, mais sur un combat comme ça, j'ai peur que le niveau de sol d'Almeida et sa capacité à amener le combat au sol soit encore trop évolué pour, en tout cas sur les derniers combats que j'ai vus de Cyril Gane. Ça serait pas un combat facile pour lui, ça serait peut-être une première. Je crois qu'il n'a jamais affronté un gars de ce calibre sur le niveau au sol, donc ça serait un combat compliqué. Ouais, ça pourrait être une solution pour lui aussi pour donner des réponses à ceux qui doutent de son sol si jamais il arrivera à s'imposer. C'est difficile d'acquérir, on parlait tout à l'heure, tu sais, habituer le corps, créer ses instincts un petit peu de ce qui se passe au sol, ça peut s'obtenir rapidement. C'est quoi? C'est beaucoup de travail. Si je passe 6 mois à me rouler par terre, à tester un petit peu tout ce qui se fait, est-ce que je vais avoir des réflexes? Concrètement, qu'est-ce que tu en sais, toi qui es spécialiste là-dedans? J'aime bien le terme me rouler par terre. Désolé, c'est pas très, très respectueux, mais vous voyez, j'essaie de vulgariser. Non, mais on voit qu'il y a plein de gens qui démarrent le jiu-jitsu assez tard et qui finalement arrivent quand même à adopter de bonnes positions, de bons réflexes assez rapidement. Donc je sais que Cyril, c'est quelque chose qu'il a en tête et qu'il travaille depuis quelques années maintenant, quelques mois, quelques années, et qu'il a appliqué sur ça. Donc ce serait potentiellement aussi l'occasion aussi de nous montrer aussi son travail. Mais je sais qu'il travaille beaucoup dessus et petit à petit, en tout cas, c'est un terrain sur lequel on peut évoluer assez facilement, sur des mobilités, sur des replacements, comme je disais, assez simplement, sur des défenses. Et donc, j'y crois, moi je vais y croire. En tout cas, debout, je pense qu'il aura une certaine classe d'écart. Quand on voit un petit peu ce qu'a proposé Almeida, s'il joue à ce jeu-là avec Cyril Gane, je pense que ça va être très, 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 très compliqué. La carte, elle était chargée, elle était énorme. C'était Los Angeles, c'était le grand retour, l'Intuit Dome, vous le savez, salle haute technologie des Clippers en NBA. Le reste du show ne nous a pas déçus. Vous le savez, Anto Sterpini vous a présenté le portrait de Reinier de Ridder, ce kiné néerlandais qui est aussi combattant de MMA. C'est son deuxième combat à l'UFC. Il était double champion de l'organisation asiatique du One, gros spécialiste du sol. Il prenait un nom puisque c'était Kevin Holland face à lui. Il a pris son temps, Reinier de Ridder. Il a placé son triangle de corps. À quel round ça? Je n'ai même pas regardé. C'est au premier round. Et très rapidement, alors qu'on ne le voit pas venir, Dodo. Il va faire taper Kevin Holland qui est sur deux défaites de suite dans lesquelles il n'a pas pu vraiment trop s'exprimer, Kevin Holland. Et franchement, après un début un petit peu pas très rassurant de Reinier de Ridder, là pour le coup, il assure sur cette finition-là, il a pris quasiment aucun coup. Il vient du judo aussi, non? De Ridder, c'est judo et JJB. Et judo, ouais, on me confirme dans l'oreillette, Anto qui me dit qu'il vient du judo aussi. On y revient toujours, moi je pense qu'on est la base de tout. Je dis ça. Pour l'instant, ça parle en ta faveur avec les portraits qu'on a tout à l'heure. On continue parce qu'il y avait un autre combattant qui faisait ses débuts à l'UFC. Il s'appelle Bekoef face à Riz, qui était un bon prospect, Zach Riz. Et regardez, parce que là, c'est une déferlante de violence qu'il va nous offrir. Et c'est un super TKO. Et ouais, Zach Riz, en fait, il avait la tête du mauvais côté. Et là, on le voit, il y a eu un gros choc. Voilà. Ouais.
Là, pour le coup, le grand Menpa, on était tout simplement trop lourd, hein, trop dur et bien placé. En plus, il y avait tout qui était réuni pour obtenir le finish assez rapidement. On enchaîne avec un combattant ouzbek qui était passé par l'UFC Paris. C'était la 2e édition face à Volkan Ozdemir. Il était débordé sur tout le début du round, Bogdan Guskov, mais il a réussi à reprendre le chemin vers la victoire. Alors, son adversaire était en short notice, n'avait plus de cardio. Au bout d'un certain temps, il a pris le combat en délai court et on voyait qu'il n'avait pas l'énergie de tenir. Enfin, on la voit rarement, cette position, Gaëtan, quand tu es sur un genou comme ça dans un coin avec la garde recroquevillée, c'est mauvais signe. Envie, ouais. Et il va aller le soumettre très rapidement là-dessus. Il se venge de ce que lui avait fait Volkan Ozdemir, notre combattant suisse préféré, puisqu'il l'avait étranglé rear naked choke lors de l'UFC Paris. La bise à Volkan Ozdemir, bien évidemment. Et je parlais de Loïc Moreau tout à l'heure, notre envoyé spécial qui a dû se régaler parce que nous, il fait froid, on est tous enrhumés, on a le nez qui coule ici. Mais lui est parti du côté de LA, tranquille, voyant, en envoyé spécial, tout frais payé, l'UFC qui l'accueille, les petits fours. Il nous a concocté un magnifique vlog, Loïc Moreau. On regarde ça tout de suite et on part du côté de LA, les amis. Salut les amis, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le départ pour Los Angeles et pour la Fight Week de l'UFC 311, une semaine qu'on va vous faire vivre de A à Z, venez avec moi. On a bien atterri, Los Angeles, baby, et ouais, il fait beau, il fait bon. Mais là, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Là, je vous emmène faire les one-to-one, les entretiens individuels avec les fighters. On les aura quasiment tous, Islam Makhachev, Merab Dvalishvili, Umar Nurmagomedov, Arman Tsarukyan, et j'en passe. Que ele possa aceitar lutar comigo. Michael Chandler. Easy money. Not so easy. He's the champ. He's just complaining, It's his business. I don't care about that, Ben regardez ce petit bâtiment là, hop là, derrière moi, c'est l'hôtel des joueurs et aujourd'hui on est mercredi et c'est le Media Day, donc c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir poser des questions aux fighters. Alors nous on a pu les poser déjà hier en one-to-one, on les a quasiment tous eus, sauf Islam Makhachev et on va y aller, je vais vous emmener, on va voir à quoi ça ressemble un Media Day tous ensemble. On a parlé de la pluie et du mauvais temps chez Rainer de Rieder. Chez les combattants, il y a ceux qu'on appelle les bons clients, avec la langue bien pendue comme Renato Moicano. Tu le lances sur l'économie, il te fait une réponse de 4 minutes 26. Et il y a les hommes de peu de mots, comme Yeri Prohashka. Et ouais, à moins de 2 heures de la conférence de presse de l'UFC 311, regardez, il y a un monde fou, c'est ouvert au public et il est venu nombreux. Experience. Now we have more experience in the UFC, in the hard fight, and I'm also grew up, take the belt. I have many hard fights. That girl, she's fighting with cancer. She will come tomorrow, and all the oncologist patients. So I will give for each other 1 million by my foundation to oncologist patients. 1 million what? Crowns. 1 million crowns. Check money. $50,000, something like that, more. You're going to donate $50,000. I'll match the $50,000. 100,000. Break the record, but I'm here for fight. I'm not looking for wrestling. If record is happen. If not, I wanted to punch Umar Nurmagomedov's face. Salut les gars, aujourd'hui on se lève tôt parce qu'on va à l'hôtel des joueurs, là il est 6h et quelques, il faut qu'on y soit à 8h, on va à l'hôtel des combattants, pardon, je suis très mal réveillé, pour la pesée officielle. 135, the official weight for Umar Nurmagomedov. 154 and a half. 154 and a half. 134. 134. Announced it. Title challenger Arman Tsarukyan is out of his bout against the champion Islam Makhachev due to a back issue. Stepping in, though, for the championship fight will be the number 10 ranked contender, Renato Moicano. He has the longest active winning streak of anyone in that lightweight top 10. UFC 311, Makhachev versus Moicano. Les trucs de dingue qu'on vient de vivre à l'instant lors de la pesée officielle de l'UFC 311. Arman Tsarukyan est forfait, il est blessé et il laisse sa place à Renato Moicano, l'ancien adversaire de Benoît Saint-Denis qui devait affronter Benil Dariush. Renato Moicano qui prendra donc sa place pour affronter Islam Makhachev dans le co-main event de cette UFC 311. Alors forcément ici personne n'a rien compris, mais effectivement donc il y a ce forfait qui vient chambouler un peu toute cette carte. Et pour Arman Tsarukyan, on attend des nouvelles. Il s'agirait sans doute d'une blessure au dos qu'il aurait contractée hier soir. Donc, aujourd'hui c'est le grand jour les gars, c'est le jour de l'UFC 311 et on est venu un petit peu plus tôt parce que
ils organisent ce qu'ils appellent l'UFC Fan Experience et franchement c'est assez cool. Il y a pas mal de trucs sympas pour les fans. L'UFC 300 c'est terminé. Alors c'était quelle soirée, franchement on a vécu, c'était un truc de folie. Quoi retenir de cette soirée? Déjà le combat entre Merab et Oumar, c'était vraiment une dinguerie. La victoire de Prohaska aussi contre Jamal Hill, c'était assez impressionnant. Après le main event Makhachev Moïcano, c'était assez expéditif, mais bon, on s'y attendait. Mais voilà, c'était une super soirée dans un écrin qui est vraiment magnifique. L'Intuit Dome, je recommande si vous avez l'occasion de le faire. C'était vraiment top. En plus pour un UFC, quoi de mieux? J'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog. Moi j'ai aimé le faire. Et puis on aura peut-être l'occasion de se retrouver pour un prochain vlog, qui sait. Allez, bye. C'est pas top. Et Loïc, moi j'ai cru que c'était Loïc Moreau qui allait prendre le short notice là face à Makhachev. Non, finalement c'était Renato Moicano. Merci pour les travaux Loïc, rentre bien, safe et bon voyage de retour en espérant que ce soit pas trop long et qu'il n'y ait pas de turbulence pour Loïc. On enchaîne puisque dans 14 jours on a un très très gros rendez-vous, ce sera à suivre sur les chaînes RMC Sport. Il y aura le retour de l'UFC en Arabie Saoudite du côté de Riyad et on a énormément de chance puisqu'à 14 jours de l'événement, on a l'un des combattants français de la carte qui est avec nous en visio, c'est Fares Ziam, notre Lyonnais préféré. Après son énorme finish à l'UFC Paris qui a mis le feu à toute la France, à toute la salle, on le voit, il est prêt. On était très content d'avoir de tes nouvelles et d'annoncer ce combat sur la même carte que Nassourdine-Mavov. Désolé, je suis très long, Fares, comment ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va super bien. Je suis avec Gaëtan Hurtel, je suis avec Aurélien Diès. On passe le bonjour. Gaëtan qui va te parler après, il a des trucs à te dire. C'est ça, j'insiste là-dessus, Gaëtan, tu m'en as parlé avant l'émission. On raconte un petit peu à ceux qui ne savent pas. Donc Fares qui est combattant dans la catégorie des moins de 70 kilos, c'est la catégorie la plus dangereuse en général parce que c'est la plus dense en termes de combattants. C'est la même catégorie que Benoît Saint-Denis. T'es aux portes du top 15 concrètement, qui est un peu la deuxième étape quand tu arrives à l'UFC pour se rapprocher de la ceinture. Et tu vas affronter un certain Davis. Tu peux nous raconter un peu comment s'est passée l'organisation du combat et comment est-ce que tu anticipes ce combat face à Davis? Et déjà, Davis, je trouve que c'est un adversaire qui est solide. Il est pas loin du top 15 aussi. Il devait affronter Drew Dober il y a maintenant, je crois que c'était l'été dernier. Et quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui. Mais avant de me le proposer, ils m'ont proposé Rebetzky. Et j'avais aussi accepté le combat. Mais lui, il devait avoir une blessure ou quelque chose. Et du coup, c'est tombé sur Davis. Ah oui, d'accord. Donc Mateusz Rebetzky qui avait livré l'un des combats de l'année 2024 sur la fin d'année. Un très bon profil, qui était un nom qui faisait du bruit, ça aurait été bien. Bon, finalement, c'est Davis qu'on avait un petit peu moins dans l'actualité, mais ça reste très solide. C'est un mec qui a fait des combats en boxe anglaise, il est très complet. Oui, il est très complet, il sait lutter, il sait faire du sol, il boxe bien. Je dirais que sa boxe, elle est quand même meilleure que sa lutte et son sol. Mais il est solide de partout et s'il avait un défaut, ça serait son cardio. J'en profite, dans le chat, tu as énormément de messages d'encouragement à Moritoro qui dit « Go Fares, on est tous derrière toi, c'est dommage, Rebetzky, ça aurait été dingue comme opposition, c'est sûr, on aurait kiffé, mais c'est pas mal Davis aussi. Il y a moyen, pour ton style de combat, c'est plutôt adapté. » Ouais, c'est un très bon fight pour moi, pour te l'avouer. Je suis confiant dans mes skills et ma technique, ma lutte, mon cardio. Mais bien sûr, ça reste un combat d'MMA, il est quand même redoutable. Je ne suis pas en excès de confiance, donc je le prends très 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 au sérieux ce combat et j'ai envie de faire un bon show. Et en plus, Davis, je devais l'affronter en 2023, mais pareil, il était blessé et il avait dû refuser le combat. Y en a dans le chat qui disent quand tu te laisses pousser la barbe comme ça, c'est que tu es vraiment en mode camp d'entraînement déter, c'est que tu n'as même pas eu le temps de te raser. On est dans ce mode de préparation, là, on est focus. Ouais, là, je suis focus. J'ai recoiffeur qu'avant de partir à la Fight Week. Et ouais, je suis en mode sauvage, là. Je suis en mode lion. On aime bien. Fares, comment t'as perçu un petit peu la vie après ton énorme KO à l'UFC Paris sur Matt Frevola? Ça a dû changer, il y a plein de gens qui t'ont découvert avec ce highlight, il y en a qui ne te connaissaient pas. On le sait, t'es pas dans le game de la hype, tu nous l'avais dit plusieurs fois chez RMC Sport, c'est pas ton truc, t'as essayé, c'est pas ton truc. Mais avec ce highlight-là, il y a quand même plein de gens qui sont montés dans le train Fares Ziam. Comment est-ce que tu l'as vécu?
Bah écoute, j'ai gardé les pieds sur terre et je suis resté le même. Hein. Je suis retourné à l'entraînement. Voilà, je me prends pas pour n'importe qui. Je suis un combattant à l'UFC, j'essaye de faire ma route. Et je veux juste performer le plus possible, gagner tous mes combats. Et c'est tout. Et puis après, ce que je peux en profiter, j'en profite pendant la carrière parce que ça passe vite. Je vais te poser une dernière question avant de laisser la parole à nos invités. Et je suppose que Gaëtan aura aussi pas mal de questions. Comment vont tes abeilles, puisqu'on le sait, lors du dernier UFC Paris, alors pour ceux qui ne le savent pas, Fares, il est fabricant de miel, il avait pu en distribuer à tous les combattants français de la carte et ça avait plutôt bien réussi, ça a été très apprécié. Comment ça se passe de ce côté-là? Le miel va bien, la récolte va être bonne cette année aussi? Bah écoute, j'espère, on a eu quelques soucis avec les frelons asiatiques, mais là c'est l'hivernage, elles hibernent les abeilles en hiver, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais avec un collègue, on va bien développer l'activité de miel et il y en aura à vendre dans mon site internet. Eh ben, écoute, moi je commande déjà, j'en veux dans le studio derrière moi, je veux le miel du Smile Killer Fares Ziam. Gaëtan, je te laisse la parole parce que je sais que Fares c'est un combattant que tu apprécies. Ouais, c'est ce que je disais à Sacha tout à l'heure en off. En fait, selon moi, tu représentes ce que j'aime encore dans le sport de haut niveau, c'est Fares. J'ai eu l'occasion de le voir quelques fois en vrai, et notamment dans leur salle d'entraînement. En plus d'être un chouette type à l'entraînement, en tant que partenaire, il a sparé avec des jeunes combattants à moi et il l'a fait avec beaucoup de respect et de bienveillance. Ça, j'ai apprécié. Et son ascension, moi, très vite, je l'ai suivi. Il a mis KO Damien Lapillus, que j'aime beaucoup aussi, comme garçon, très tôt dans sa carrière. Et ça montre que c'est quelqu'un qui a accepté de relever des défis très, très tôt. Et aujourd'hui, il est à la place qu'il mérite d'être. Et je te souhaite vraiment d'aller chercher le plus haut niveau de l'UFC parce que tu as une carrière qui a une ascension qui est constante. Et ce que tu dégages, et y compris ce côté apiculteur et tout, moi, ça me fait gaulerie. J'aime beaucoup. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, aimer la nature, les bêtes, les trucs, voilà, ça dénote un petit peu avec le côté bad boy du MMA. Je kiffe. Je le reconnais en toute transparence. J'ai pu être critique parfois sur ses premiers combats parce que ça manquait peut-être de défense, de lutte. Et voilà, j'ai aucun souci à le reconnaître. Mais je suis super content de ta carrière sans même te connaître personnellement. Et je te souhaite d'aller tout en haut. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et rendez-vous le 1er février, tu verras, tu seras content de la performance que je vais faire. Et ça fait plaisir en tout cas de ta part. Je serai son supporter. On va tous être là pour te soutenir. Fares, c'est un petit clin d'œil parce que tu as commencé ta carrière à l'UFC, c'était déjà du côté du Moyen-Orient, si je dis pas de bêtises. Là, tu y retournes pour une nouvelle carte avec un nouveau statut. C'est la deuxième partie de ta carrière, c'est l'ascension vers le top 15. Et il y a de très fortes chances que tu combattes aussi à des horaires décents pour nous en France. Il y a même moyen que ton combat soit disponible gratuitement. Donc moi, je le dis, grosse propagande pour le combat de Fares Ziam. On casse tout, on se met tous derrière toi pour te soutenir face à Davis. On a envie de vivre ces belles émotions. Et puis, on a 2 Français. Il y a également Nassourdine Imavov qui sera en main event. Exactement. Mais on sait que tu es capable de donner une bonne énergie avec un très, très beau combat. Et derrière, Nassourdine s'occupera de clôturer la soirée. On vous le met à l'écran. Les premiers combats, 17h30 sur la chaîne Twitch AMC Sport. Je vous l'annonce. Ce sera en exclu. Ce sera que sur la chaîne Twitch. Il est temps de la suivre. Il y aura sans doute le combat de Fares Ziam dessus, les amis. Et là, il est temps de casser la chaîne Twitch. On a une question sur le chat. Je me permets pour Fares savoir ce qu'il a pensé du main event hier, étant donné que c'était KT Lightweight. J'ai suivi ça de très près et au début j'ai eu peur pour Islam avec la boxe de Renato. J'ai trouvé qu'il a été, je pense que Islam a été surpris au début parce qu'il est rentré dans le combat, mais après l'emmener au sol, les positions au sol et l'étranglement, en fait là-dessus je pense qu'il est imbattable. C'est difficile d'aller le chercher. Toi, tu vois un profil qui pourrait le déranger ou pas? On sait que vous avez peut-être des relations professionnelles en commun. T'arrives à percevoir une ouverture dans le jeu de Makhachev? C'est compliqué. Hein. Ouais, non, je pense qu'il sortira de ce sport avec la ceinture et pound for pound. On a une dernière question dans le chat avant de te libérer, Fares, et c'est vraiment au cas où. Si jamais on est obligé, dans l'ascension vers le top 15, etc., que l'UFC te propose une opposition face à BSD,
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si on a ce choc franco-français? Poser la question à BSD, parce qu'on me l'a posé 100 milliards de fois. Et on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, comme je vais me répéter, mais c'est juste que pour moi, il n'y a pas lieu de s'affronter à l'UFC. On est plusieurs dans cette catégorie. J'aimerais avancer dans ma carrière sans l'affronter. Si après, il y a un obstacle devant moi, il faut y aller, c'est tout. Ouais. Je précise, j'aime beaucoup la mentalité de Fares, comme tu disais, dans sa réponse là et même dans son attitude. T'as vu, alors que je vais le chercher, je le provoque un peu, je suis pas sympa en vrai. Il veut son pot de miel gratos, on veut notre pot de miel gratos. Ah ouais, j'annonce. Tu l'enverras à l'INSEP. T'as vu, même l'équipe olympique de judo, elle veut du miel de Faresiam. Il y a des connexions de fou ici. Apparemment, il fait gagner, donc moi j'ai. Non, mais parce que comme il disait, c'est que c'est vrai, ça arrive aussi dans nos sports aussi. Des fois, on est critiqué sur la manière dont on gagne les combats, de pas faire le show aux caisses, de gagner aux pénalités par exemple chez nous ou de mettre de beaux hippons. Et toi, t'es resté droit dans tes baskets, fidèle à toi-même, avec tes abeilles, ton miel et le fait que tu gères tes combats à ta manière. Et finalement, en fait, sans forcément le chercher, si j'ai bien compris, tu nous as offert un magnifique KO à Paris, donc c'est sa récompense et ça a fait taire certaines bouches. Et finalement, on respecte et on respecte les gens qui s'assument totalement et qui respectent leur ligne éditoriale. Voilà. Merci. Ouais, j'espère jamais changer jusqu'à aller le plus loin possible. Moi, mon objectif, c'est de partir de ce sport avec la ceinture UFC et je donnerai le maximum pour l'avoir en restant le même. T'inquiète, Fares, reste comme t'es, reste discret, on s'occupera de faire le bruit pour toi et on va essayer de faire vibrer le pays pour t'accompagner pour ce combat face à Davis à Riyad en Arabie Saoudite. Merci encore une fois de nous avoir accordé de ton temps avant le combat. Bonne préparation à toi et grosse force à Fares, allez lui donner de la force sur les réseaux, les amis. Merci Fares, bonne soirée à toi, bon repos. Salut mec. Merci, salut. Ah, ça fait kiffer Faresiam là. Là, tu vois, j'en senti un petit peu là. Je suis émoustillé, il y a de la ferveur, j'ai hâte. 14 jours, ça va être un petit peu long à attendre. Mais bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il se passe des choses sur les chaînes RMC Sport. C'est arrivé ce week-end. Et c'est le judo qui débarque, les amis. On va revenir là-dessus, puisqu'on a eu l'occasion de diffuser la Pro League. Je vais me retourner vers Aurélien. Tu peux nous expliquer en quelques mots rapidement ce que c'est juste la Pro League de judo? La Pro League de judo, c'est une compétition assez particulière où en gros c'est des franchises qui vont s'affronter, des franchises françaises où en gros c'est des compétitions par équipe pour obtenir le titre de champion de France par équipe mixte qui est décerné du coup chaque année. Et là on a pu assister au Final Four, Four qui représente un peu les play-offs qu'on peut voir en basket. Donc il y a eu un parcours de ces franchises-là tout au long de ce début de saison pour se qualifier jusqu'au Final Four. Et là maintenant, on avait de quoi assister à la demi-finale et la finale de ce Final Four hier. Et c'était sur la chaîne Twitch RMC Sport. On a vécu ça, on vous rappelle, la nouvelle maison du judo en France, les amis. On a quelques images de judo, on va les regarder. On a bien kiffé, petite mascotte et tout, tranquille. Et t'étais aux commentaires, Aurélien, et c'était surtout le titre pour l'USO d'Orléans qui a remporté ce Final Four. On a eu des highlights, on a eu des hippons. On va déguster tout ça, on vous enchaîne les images. On va devoir te libérer, Aurélien, mais merci en tout cas de ta présence. Tu vas quand même regarder les hippons avec nous parce qu'ils sont plutôt sympas et ça va te rappeler les bons souvenirs de toi en tant que consultant hier. Mais merci en tout cas d'être venu et on a hâte de voir les prochains rendez-vous de judo parce qu'on l'a dit, ça reste étroitement lié au MMA. C'est Nabil, ça, non? Exactement, c'est j'ai rêvé. Ouais, c'était petit Nabil. Non, c'était Alexandre Biano. Qui a fait d'ailleurs une très très belle journée hier avec pas mal de beaux mouvements, de beaux hippons qui nous a régalé hier sur la chaîne. On a pu voir beaucoup de choses en plus sur cette édition de la Pro League, sur cette édition du Final Four, avec des soumissions au sol, avec des étranglements, des clés de bras, beaucoup de beaux hippons. Et non, c'était vraiment un plaisir. On avait fait un stage de judo il y a très longtemps et on avait assisté à un événement un peu de cette nature dans un cirque par équipe.
un tatami au centre et tout, c'était magnifique. C'est un format qui diffère un peu des grands chelems, etc. et les championnats du monde qu'on pourra suivre toute la saison sur les chaînes d'RMC Sport. Parce que là, c'est avec un seul tapis, un format un peu plus chaud, qui répondait aussi très très bien à la demande aussi des amateurs de sport de combat qui ont l'habitude avec l'UFC. Ouais. Le grand prochain rendez-vous du judo sur RMC Sport, c'est la même date que le combat de Nassourdine Imavov, c'est le 1er février, c'est le Grand Slam Paris-Bercy, c'est équivalent d'un grand chelem, ça va être le haut niveau mondial. On va vivre ça sur les chaînes RMC Sport. Merci encore une fois, Aurélien, d'être venu. Bonne soirée à toi, tu peux y aller, c'est comme à la maison. Je fuis. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence. Hâte de te revoir ou de t'entendre de nouveau aux commentaires. Merci d'être venu en tant qu'invité pour le judo. Et on va accueillir notre craquito national de chez RMC Sport. Quand on parle sport de combat, c'est Anto. Eh oui! Il faut un jingle musical. Je m'étais mis bien. Je me le note, là, je te fais le pense-bête en direct. Anto, il te faut un jingle musical. Ouais, je veux que cette entrée soit rythmée. Comment ça va? Ça va très bien, et vous, comment ça va? Ça va la soirée? Tout se passe bien? Ouais, on est bien. Je crois que Gaëtan, il ne part pas à la fin de l'émission. Gaëtan, il manque de sommeil, mais ça va, je tiens. Anto, il vient chez nous faire des chroniques, mais il a aussi préparé énormément des éléments vidéo avec Yacine Zaouini tout à l'heure. Ils ont fait un travail de fou malade. On va regarder... merci pour la musique. Elle arrive un petit peu tard pour Anto, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On commence avec ta chronique, on parle du One. Comment tu veux? J'ai envie de te mettre à l'aise. Non, mais comme vous voulez. Moi, si tu préfères commencer avec la chronique, moi, il n'y a pas de souci. Je suis prêt avec Yacine. On a préparé tous les éléments. On est prêt. T'es comme Islam Makhachev, toi. C'est n'importe où, n'importe quand. N'importe qui, n'importe où, n'importe quand tu veux. Hein. Bon, allez, on va regarder nos highlights du One, puisqu'il y avait énormément d'actions dans l'organisation la plus spectaculaire du monde vendredi. On regarde ça, les amis, et puis après, tu vas nous donner de très, très, très bonnes raisons de regarder le One la semaine prochaine, qui sera dispo sur RMC Sport 1 et sur Twitch. Ça, c'était le main event. Et puis, c'est très souvent le cas au niveau du One, c'est la guerre. Quand c'est le main event, c'est la guerre, surtout les combats en général. Hein. Ouais, spectaculaire, le One. Ça va vite. C'est un peu l'esprit. Hein. On a pris les combats qui illustrent le mieux un petit peu ce qu'on attend de cette organisation asiatique dans lesquelles il y a des primes quand il y a des chaos spectaculaires. On peut recevoir des gros contrats. Et puis, on est très Muay Thai, mais on est avec les gants de MMA. Donc, du coup, on a la capacité de faire très, très mal sur un coup. Et puis, surtout, on recule pas trop. Hein. Quand ça échange, on préfère rester dans la boîte. Et là, c'est vraiment tout le caractère des combattants asiatiques, c'est guerrier jusqu'au bout. Hein. C'est esprit, les abonnés d'RMC Sport sont habitués chaque vendredi. Il y a même les vendredis soirs, que ce soit l'après-midi ou le soir, les combattants du One nous offrent toujours des highlights et des KO impressionnants. Enfin, surtout les combats de Muay Thai en après-midi. Baba, Antoine Simon sont tous choqués. Mais toi aussi, qu'on trouve aux commentaires parfois. On est tous choqués à chaque fois des impressionnants KO, même si on commence un peu à s'habituer, on est toujours choqués. Puis t'as toujours ce son de cloche qui arrive juste après, qui te rappelle bien que le KO il a été validé, tu sais. Enfin, il y a tout ce folklore autour du One. C'est pas dans une cage, ça se passe dans un ring. Ça change aussi la physionomie. Des fois, ils font des combats de MMA dans ce fameux ring. En tout cas, le One, ça fait partie des droits à suivre sur votre abonnement. En plus du MMA, en plus du judo qui débarque, on commence à se mettre très très bien. Par contre, au niveau des kicks, ça rigole pas trop. Il y a un coup que je revois de plus en plus souvent. J'ai là les saisies sur middle avec coup de coude retourné. Je l'ai vu au dernier combat de Lozen Keita. Là, j'en ai vu un. Là, il y a un magnifique KO qui est passé. Ça rentre très bien, ça. C'est beau. Et les rentre de plus en plus. Il y a aussi Magomedov, Chara, qui va combattre contre MVP sur la carte de Nassourdine Imavov, qui est spécialiste de ce genre de coups retournés. Ouais. Et regardez le chat qui sont là, c'est Showtime, Jifu, il n'y a pas un combat en dessous. Oui, un backfist. C'est un backfist, c'est un backfist. Double backfist. Ouais, double backfist. Et le deuxième. Mais là, ça s'enchaîne. Mais attends, vous avez fait un off de 48 minutes là sur. Il y avait que des guerres vendredi. T'as dit highlight, vraiment, Antoine Simon, il a commenté, il nous a fait bon les gars, vous voyez la carte? C'est bon, vous pouvez mettre la carte en replay, il n'y a pas de souci. Ouais, là c'était la combinaison parfaite. Ah là c'est bien, tu m'as mis un petit peu l'eau à la bouche, Anto. On va parler, vous le savez, Anto il nous fait découvrir des nouveaux talents, des profils qu'on ne connaissait pas, des histoires de combattants. Et on sort du MMA, j'ai l'impression, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous parler? J'ai décidé de changer de discipline. Comme vous l'avez vu, il y a eu le MMA les deux dernières fois où j'ai parlé d'Amori Wakozabo avant son combat au KSW. Là, aujourd'hui, ça va être un combattant de Muay Thai. Bompara
Kouyaté, alias Bambi ou Fireleg ou Firelek, parce qu'en Thaïlande, apparemment, c'est lui qui le dit, ils ont du mal avec le G, ils prononcent le K. C'est un combattant qui semble tout réussir. Champion du monde de Muay Thai, champion d'Europe aussi en Muay Thai. Il est au One depuis 2003 et aujourd'hui, il est le numéro 4 de sa catégorie des moins de 70 kilos. Ses coudes et ses genoux font trembler tous les rings asiatiques. Prochain objectif, devenir champion et continuer à faire briller le Muay Thai sur la scène internationale. La semaine prochaine, il affronte Joe Natawoot, le numéro 2 au classement du One. Un petit step juste avant la ceinture. Bon, si nous, on aime tout d'abord ses poings, ses coudes et ses genoux, le reste du monde aime le reste de son corps parce que aussi, en plus d'être combattant, il est aussi mannequin pour des marques de luxe. Bref, ouais, le gars, il jongle entre les coups de coude et les défilés comme si c'était normal. Sacha, on regarde la photo et en fait, j'ai un sentiment qui me vient, c'est un peu la jalousie. Je suis pareil que toi. En plus, il a essayé Moulineau, il est pas très loin. Vraiment, il habite vraiment pas loin. Non, c'est incroyable. Comment est-ce qu'elle a commencé cette histoire de Bambara Kouyaté ? Elle commence comme généralement, souvent, c'est un film. Tout a commencé avec un film, le film Ong Bak. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, normalement. Aussi, ouais. Extrêmement connu, ce film légendaire qui transforme Bambara en futur roi du ring. Ajoutez à cela une dose de Jean-Claude Van Damme, parce que pour lui, c'est une icône du cinéma, normal quand on aime le combat. Et puis, qui n'aime pas faire le grand écart entre deux chaises ? Je ne sais pas si Sacha t'y arrive. Moi, j'y arrive pas du tout. Je ne saurais pas, perso. Et en plus de ça, un coach fidèle, Tidiane Biga, qui l'a pris sous son aile dès qu'il avait 14 ans, ça donne le combattant qu'on a aujourd'hui, Bambara Kouyaté. Et je vais te poser une question, Gaëtan. Toi, est-ce que c'est un film qui t'a donné envie des sports de combat ? Non. Qu'est-ce qui t'a donné envie alors ? Non, parce que si ça m'avait donné envie, je pense que je me serais orienté plutôt dans les sports de percussion, pied-point. Non, j'étais gros consommateur de films de sport de combat, j'ai tout regardé, de dessins animés, Dragon Ball Z. Non, c'est le fruit du hasard, on était en école élémentaire, c'est 2 potes qui m'ont fait venir au judo. Ils ont arrêté l'année d'après, et puis moi j'ai été piqué, dès que j'ai mis le kimono, c'était une révélation. Et j'ai jamais arrêté. Ouais. C'est une très belle histoire. Je veux pas la même histoire que ça, moi. Non, mais t'as pas voulu combattre. Oui, non, mais vraiment, j'ai pas pris l'option direct. Bon, on revient. Il y en a un, il insiste, il marque Louis Boyard. On va revoir. Il parle de l'un de nous 3. Je sais pas c'est lequel. Ah, c'est peut-être... non, t'es bien plus frais. Et c'est pas un reproche à Louis, mais Anto, t'es bien plus frais, mon gars. Merci beaucoup. Non, j'allais le prendre mal. On revient et ce sera une belle transition. Tu parlais de mannequinat pour parler de Kouyaté. Alors oui, exactement. Donc Bambara façon Christina Cordula, comment on devient mannequin ? Mon chéri, je vais te dire comment il est devenu mannequin. Est-ce que l'accent il était réussi ou pas ? Très bien. Ouais, ok. Il y en a un qui a voulu être gentil. Moi, je suis dur. On peut pas le critiquer partout. Donc effectivement, il est devenu mannequin, mais comment il l'est devenu ? C'est facile, Sacha. Il a reçu un DM. Sur Instagram, c'est tout simple. Donc, c'est pas les DM que toi et moi nous recevons. Lui, il reçoit un DM de Nike directement. Écoute, est-ce que tu voudrais essayer quelques vêtements ? On va faire quelques photos et potentiellement, ça peut devenir une pub. Donc, il va faire les photos. Ça devient une pub parce que c'est réussi. C'est affiché sur le métro, c'est affiché dans Paris. Et c'est tellement un succès que quelques semaines plus tard, il se retrouve devant qui ? Donatella Versace. Et il a défilé pour Versace. Quoi ? Mais c'est quoi ces histoires de fou ? Ah oui, mais attends, Sacha, c'est pas fini parce que Bambara est un grand fan aussi d'une autre marque, Adidas. Il rêvait d'une paire assez rare, assez difficile à avoir, donc il appelle une connaissance à lui, qu'on connaît aussi, nous, Karim Benzema. Voilà, normal. Tout simplement, oui, voilà, il l'appelle, mais même Karim ne pouvait pas lui avoir la paire de chaussures. Donc Karim l'appelle et lui dit, écoute, je te propose d'aller sur les Champs-Élysées dans la boutique Adidas et tu dis que tu viens de ma part. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va. Quand Karim Benzema te donne rendez-vous, tu y vas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à la caisse, on lui a dit écoutez, vous avez 2000 € de carte cadeau, prenez ce que vous voulez. Ah ouais ? Ah oui, non, donc j'en profite, Karim, si tu es sur le live, si jamais tu vois le replay, je fais du 42. 43,5, 44, on s'en... T'inquiète, on prend tout. Et on va continuer encore sur les histoires assez étonnantes. C'est que Bambara Kouyaté, si ça vous dit peut-être quelque chose, fan de rap, c'est que Booba le mentionne dans une de ses chansons avec Ben H, donc validé. Mais non. Et si, et c'est aujourd'hui, Sacha, que tu transformes en chanteur de karaoké. Voici les paroles, c'est pour toi, c'est ton moment. Allez, go. Attends, mais t'es horrible. Allez, je t'accompagne. Non, je l'avais validé, Mais attends, mais moi j'ai pas le rythme, je connais pas ce mot-là, je lui ai tout donné. Elle a tout pris sans même me remercier. Elle voulait une deuxième chance, j'ai dit non, j'ai trop de dignité. Pour toute confidence, j'appelle Bambara Kouyaté.
Mon bébé, je t'aurais sorti de la pauvreté? Ouais, voilà. C'est à peu près ça? Presque. Ouais, c'est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Bon, on va continuer. Résumons quand même. Bambara Kouyaté, c'est champion, mannequin, grand ami d'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire et dans un son d'une légende du rap. On parlait de jalousie, Sacha. Ouais. Ça continue. Voilà, je suis complètement jaloux du type. Moi, je voulais exactement avoir la même carrière que lui. Malheureusement, je suis ici avec toi. Ouais, mais c'est pas grave, on va revenir sur le combat. C'est quoi son style de combat, du coup, à Kouyaté? Alors, son style de combat à Bambara, c'est un sniper du striking avec les poings, mais surtout avec ses jambes. On va voir son premier KO au One. Donc, il avait perdu son premier combat, mais il gagne le deuxième par KO. Il affronte Lessay, qui était le numéro 5 mondial au moment où il l'affronte. C'est comme ça qu'il prend la place de numéro 4. Et ensuite, avant, il faisait parler ses coups de pied, parce que son coup de pied, c'est une œuvre d'art. Si Michel-Ange avait fait du Muay Thai, pour moi, il l'aurait copié. Parce que vraiment, c'est son arme fatale. On va regarder Sacha, ce coup de pied, voilà. Wow. En fait, moi, ce qui me termine, c'est qu'il s'appelle Bambi en mettant des KO comme ça. Bon, bref. Pourquoi est-ce qu'on doit le suivre la semaine prochaine? Non, mais je réfléchis tout, en fait. Alors, si on doit le suivre la semaine prochaine, c'est simple. Bambara fait tout avec style, comme vous l'avez vu. Qu'il frappe sur un ring ou défile sur un podium, il le fait avec une élégance rare. Et ce n'est pas donné à tout le monde de réussir dans deux domaines complètement différents. Sacha, on a déjà du mal à réussir dans un domaine. Lui, il réussit dans deux. Mais c'est surtout avec son charisme, son talent et son mental, Bambara pourra devenir, il l'est en France, le porte-drapeau du Muay Thai, mais aussi sur la scène internationale. Et Bambara, si tout comme Karim, tu tombes sur le live, sache qu'ici, on t'a toujours validé. Oh, elle est magnifique cette conclusion, Anto. Bravo, s'il vous plaît. Mettez des applaudissements dans le chat pour Anto Sterpini. Pareil, combat la semaine prochaine sur Twitch, c'est ça, vendredi? C'est exactement ça, vendredi pour le One 170. Donc c'est disponible. C'est la nuit. C'est dans la nuit? Pour moi, ce sera dans la nuit. Ouais, c'est le One 170 avec Tawan Chai en main event qui remet sa ceinture en jeu. Ouais, ce sera communiqué sur les réseaux ce soir, on me dit dans l'oreillette. En tout cas, merci Anto. On va soutenir Bambara Kouyaté dans cette ascension au One vers la ceinture. Tu connaissais toi, Gaëtan? Absolument pas. Ça t'a donné envie de checker? Ouais, carrément, c'est une vie pleine de rebondissements. Drôle d'histoire. Peut-être qu'un de tes combattants aura le même destin, un jour un petit DM comme ça et tout qui va suivre. Tu restes avec nous, Anto? Pourquoi pas, non, si tu veux. J'aime bien quand t'es là, moi ça me rassure. C'est pas grave, si tu veux, on reste ensemble. Non, on reste ensemble avec Gaëtan et tu le sais, on aime bien suivre aussi nos organisations françaises. On était du côté de l'AEC à Rennes, anciennement AEF. Bon, clairement, c'est l'organisation qui a mis le MMA amateur à la mode. On va pas se mentir, les gars. Ils ont fait toutes les plus grosses affiches. Gaëtan Hurtel le sait très très bien, puisqu'il y a beaucoup de ses élèves qui sont passés par l'AEF AEC. Et il y en avait d'ailleurs un sur cette édition-là qui faisait ses débuts pro. C'était Ryan Balbali. Tu veux nous raconter un petit peu le combat, Gaëtan? Qu'est-ce que tu en as tiré? Ryan qui a très très bien démarré. Et en face, on avait un coach qui était très dur. Ouais. Déjà, Ryan, il fait partie de ces combattants un peu atypiques. Il a un style propre à lui. Il est très dangereux avec ses coudes, avec ses genoux. Il a des déplacements un peu bizarres. C'est un combattant dur à appréhender. Il avait un mec en face qui avait une fiche négative, mais pour avoir suivi ses combats avant, c'est un mec qui va au bout des combats, qui est accrocheur. Et je suis pas surpris que ce soit un combat qui soit arrivé à son terme. Le mec a fini, et je le dis avec beaucoup de respect pour lui, mais avec le nez pété, plusieurs points de suture au visage, il a été très marqué. Et pourtant, il n'a jamais capitulé, donc je lui tire mon chapeau. Ouais, il a été très combat. Moi, j'ai bien aimé le combat, globalement. Ryan qui faisait ses débuts en pro, qui a aussi connu la difficulté dans le combat parce qu'on a un adversaire en face qui est super dur sur la fin, qui semble ne jamais vouloir tomber. Kochak qui a un cœur exceptionnel, c'était un très bon main event. Mais il y a un autre combattant qui a retenu notre attention, c'était juste avant, 2 combats en arrière même. On était chez les moins de 57 kilos amateurs. C'est Nessim Akdim qui prenait l'un des protégés de Conor McGregor, le combattant amateur belge, qui fait partie de la crème sur le paysage amateur européen. On est sur cet exercice de lutte. Et là, Nessim. Il a été expéditif. Ouais. Premier round. Et surtout, Nessim, je ne sais pas s'il a donné un petit peu les instructions à Makhachev, etc. Mais il y a quelques similitudes. C'était une belle image. C'est surtout le discours d'après-combat aussi qui est assez impressionnant. Et vraiment de dire, j'ai tapé le petit de McGregor. C'était vraiment ce discours-là qui était assez impressionnant. On va regarder justement ce discours du disciple de la team Sendo en Belgique qui passe en 21 victoires pour cette défaite. Et justement, un petit mot pour le protéger de McGregor. La famille, les gars,
Je représente le Maroc. Et les gars, comme vous le savez, je viens de péter le petit à McGregor. Pour ça, je demande un petit bonus à PXP. On est là, les gars. S'il y a quelque chose, la soumission de la soirée, elle est là. Willy. Ah, j'entends rien, les gars. Willy qui se fait racketter à la fin de chaque événement, ça lui demande des bonus droit dans les yeux comme ça. On espère que Willy, bien sûr, aura trouvé les sponsors pour fournir les bonus, mais je crois qu'il y a eu bonus. Nous, on a eu le droit au bonus Fight of the Night avec Ryan. Donc, c'est une bonne nouvelle, je suis content. Ça va faire un peu de fric. C'était une belle guerre. sur l'AFC. Il y a un message pour toi dans le chat, Gaëtan. Je vais le lire à haute voix. Question pour Monsieur Hurtel. J'ai entendu dire qu'un certain Patrick Abirora, combattant qui est au PFL, ne lâchait pas, je ne vais pas lire la suite, Mathis Duragrin, qui est l'un de tes combattants qui est au PFL également, qui a signé via Doumbé Décide. Pourquoi ne veut-il pas prendre Théo Ulrich, qui me semble est dans sa catégorie? Est-ce que Patrick Abirora a peur de Théo? On sait que c'est un combat qui devait se faire justement à l'AEF à l'époque. Ça ne s'était pas fait parce qu'il y avait une blessure de Théo à l'épaule. Est-ce que dans le futur là, de Théo Ulrich, qui est du côté d'Hexagone MMA, on pourrait imaginer des chemins qui se recroisent avec Patrick Abirora, mais cette fois dans le monde pro? Rapide, mais pour recontextualiser, c'est vrai qu'il y a toujours eu une petite... ça cherche un peu entre Patrick et Mathis. Alors plutôt Patrick en direction de Mathis, parce qu'ils ont été dans la même orga. Et, le truc, c'est qu'il y a une caté d'écart entre les deux. Clairement, Mathis, c'est un 66 kg affirmé, qui n'a jamais eu de mal à faire le poids. Patrick est plus lourd. Un Théo, Patrick Abirora, oui. Après, il ne suffit pas de dire oui. Il y a toujours des conditions. Théo, il est engagé contractuellement avec Hexagone. Donc ça, d'une part, c'est quelque chose à discuter. Maintenant, si on a une belle offre du PFL, un accord d'Hexagone, Théo, je n'ai pas à lui poser la question, je connais déjà sa réponse. Ah ouais je pense qu'on peut lui mettre n'importe quel nom sur la table. C'est plutôt le genre de combattant qu'il faut réguler. Et, lui, son kiff, c'est de combattre. Le mien, c'est de discuter après avec les organisations et de mettre les gars dans les meilleures dispositions. Donc, moi, en tant que coach, c'est un combat qui m'emballe clairement. Mathis, Patrick, non, ça n'a pas d'intérêt, sauf si Patrick descend en 66. S'il descend en 66, pareil, demain, si on a la certitude qu'il fait le poids avec des bonnes conditions, je dirais oui aussi. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, c'est plus probable d'avoir un combat en lightweight entre Patrick et Théo. Ok, écoutez, on passe le message. PFL ou autre organisation, si vous voulez proposer quelque chose d'intéressant à Théo Ulrich pour affronter Patrick Abirora, on est à l'écoute du côté de la Old School Academy. Et moi, je dois avouer, Anto, on se regarde depuis tout à l'heure, c'est un combat qui nous hype, on va pas se mentir. Alors, si même l'Hexagone veut mettre un échec pour faire le combat, je te mens pas, avec Walid Tandia dans une carte Walid Tandia, Minayoub, en plus un combat entre Théo Ulrich et Théo Ulrich et Patrick Abirora sur la même carte, on n'est pas loin de faire un peu mieux que déjà l'Hexagone MMA 23. Ouais, non, franchement, là, je suis hypé. Donc maintenant, messieurs, des signatures, matchmakers, tout ce que vous voulez, faites le boulot. On a envie de voir ça. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. En tout cas, vous avez eu la réponse dans le chat. Effectivement, Amaury Toro qui complète. La Old School Academy ne m'a jamais refusé personne. Ils affrontent tout le monde. Voilà, c'est un matchmaker qui dit ça dans le chat, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est intéressant. On se projette sur ce qui va être à suivre la semaine prochaine sur la chaîne AMC Sport. C'est le retour du chouchou d'Alex Herbinet, vous le savez, le papa du Fighter Club originel, le podcast que vous retrouvez tous les lundis sur le site RMC. C'est Naoya Inoue, notre boxeur japonais qui n'est pas très grand, qui n'est pas très lourd, mais qui couche tout le monde, tout simplement. Il va affronter un combattant coréen. Alors, on ne va pas se mentir, c'est plus un combat pour rester en forme. Pour Naoya Inoue, ce n'est pas le gros défi de sa carrière. Mais on continue de suivre. Et de toute façon, un combat d'Inoue, c'est toujours vers midi, 13h. C'est sympathique et ça cogne très, très fort. Suivez ça, The Monster, comme on le surnomme, parce que il est quasiment surhumain, ce mec-là. On regarde la bande-annonce tout de suite. Combat exceptionnel pour les abonnés et les fans à vivre sur RMC Sport. L'un des meilleurs boxeurs actuels, le champion invaincu et invincible, l'idole du Japon. Naoya Inoue est le meilleur boxeur de la planète. Il revient pour un truc de dingue, un 4e combat en un an. Un dernier échange de légende, un scénario qui marquera l'histoire de la boxe mondiale. Et devant un public tout acquis à sa cause, il remet une fois de plus ses 4 ceintures en jeu. L'invincible peut-il être vaincu?
Face à lui, le Coréen Kim Ye-yoon, en attendant l'arrivée dans la catégorie de l'autre prodige japonais, Nakatani. Ne ratez pas le choc Inoue Ye-yoon, vendredi 24 janvier en direct sur RMC Sport 1. Et oui, Naoya Inoue qui est de retour, vous le savez, il prend toutes les ceintures d'une catégorie, puis il monte de catégorie, il prend toutes les ceintures, il remonte de catégorie, et en fait en parallèle il y a Nakatani, et un jour les deux vont se rencontrer et la Terre va exploser, sans doute, c'est comme ça que ça va se passer. Teasing également sur des annonces de combat du côté du KSW, la plus grande organisation européenne de MMA qu'on suit depuis des années par Saladin Parnasse et par bien d'autres Français. Des combats français ont été annoncés, et il y a une affiche le 21 février avec Nassim Belouachi qui a été annoncé sur la carte. Regardez cet événement qui sera retrouvé du coup sur AMC. Ah non, c'est le KSW 102. Ouais. La semaine prochaine, pardon. C'est moi qui me suis emmêlé, Tristan. Je lève la main, je suis innocent. Ça, c'est le KSW de la semaine prochaine que vous pouvez suivre sur AMC Sport. Il y aura un autre rendez-vous le 21 février. Il y a Nassim Belouachi, donc, qui avait combattu sur la carte de Paris, qui va recombattre au KSW, mais il ne sera pas tout seul. Alphan Rocher-Lab, chez les moins de 61 kilos de la Old School Academy, sera également sur la carte si tu veux en parler rapidement. Troisième combat pour Alphan dans l'organisation. Il a un record de 1-1 pour le moment. À notre plus grand regret, on n'était pas sur la carte de Paris, mais bon, il y avait des choix à faire. Par contre, là, ils lui font un beau cadeau parce qu'ils l'opposent au numéro 4 de la catégorie. Et ce qui pourrait permettre à Alphan, en cas de victoire, de faire un gros bond dans le classement et après potentiellement prétendre à une demi-finale ou un title shot. Donc, il peut y avoir de belles choses. Ouais, on a hâte de voir justement Alphan Rocher-Lab, qui est l'un des combattants moins de 61 kilos. C'est pas l'un des plus connus, mais c'est clairement l'un des talents à suivre. Et comme tu l'as dit, ça peut aller très très vite du côté du KSW. Et ce qui est pratique, c'est qu'on a beaucoup de Français au KSW, beaucoup dans la même catégorie. Lui, ça va du côté des 61. Il peut éclater tout le monde, ça nous frappe vraiment. On dira rien pour Alphan Rocher-Lab. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Gaëtan, donnez de la force à la Old School Academy. Si vous voulez vous entraîner là-bas, on est dans la banlieue est de Paris, c'est ça ? Villecrène, 94, Val-de-Marne. Ouais. Une ville que personne ne connaît, en dehors des villes crénois. Ouais. Mais on le connaît maintenant avec la Old School Academy. On est connu, c'est ça, la ville est connue grâce à la Old School. Mais on est sur Instagram, n'hésitez pas, on a un grand et beau dojo. Ah oui, Théo Ulrich, il le montre tous les jours. Il y est tous les jours. Les stories, c'est 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, et toujours à la salle. D'ailleurs, c'est bien Ulrich, parce qu'on ne sait jamais trop Ulrich, c'est Théo Ulrich. Mais les sportifs sont les bienvenus. Regardez, ça c'est la pose de celui qui l'avait dit depuis le début, Théo Ulrich. On ne sait pas trop, les gens s'en mêlent. Ulrich, je me la raconte maintenant, je fais Georges Briançon avec cette info. Merci Anto de nous avoir accompagnés sur la fin d'émission. Merci à Tristan, merci à Yacine pour la préparation, à toute l'équipe de production qui est en régie derrière. Merci, vous êtes des cracks. On se retrouve la semaine prochaine, 22h30, pour toujours le meilleur du combat en images. Bonne soirée à tous et bon début de semaine en avance. Ciao.